Partout dans le monde, les gouvernements nient l'existence des ovnis. I was called upon to investigate a very strange event. Un voile de mystère entoure la plupart des rencontres avec les ovnis, surtout lorsque le visiteur réussit à compromettre la sécurité nationale avec une facilité déconcertante. Nothing in my training prepared me for what I was witnessing. Mais devant l'ampleur de certains événements et l'abondance des preuves à l'appui, il est parfois impossible d'étouffer l'affaire, comme ce fut le cas pour le Roswell britannique. There was a bright light emanating from an object on the forest floor. Devant ces lumières mystérieuses qui se sont manifestées 2 nuits de suite en 1980, les troupes de la force aérienne américaine se sont précipitées pour vérifier s'il s'agissait d'une attaque. Nous avons de nouveaux témoins. Soudainement, nous venons de rouvrir ce dossier. Qu'est-ce qui a pu pousser des militaires qualifiés et rationnels J'avais l'intention d'y mettre un point final. à croire qu'ils s'étaient trouvés en présence d'un ovni? L'équipe du UFO Magazine analysera de nouveaux indices à l'aide de technologies de pointe et aboutira à de nouvelles conclusions controversées. Je pense qu'on peut dire que oui. Pour la première fois à la télévision, nous vous révélerons si les forces américaines ont réellement vu des ovnis atterrir à la base aérienne de Bentwaters en décembre 1980. Voici l'affaire 80-101. Les militaires contre les ovnis. There were multiple witnesses and an object was seen to land in a place called Rendlesham Forest. N'est-ce pas incroyable? Bill et Pat reviennent de la conférence du Cercle national des journalistes sur la divulgation qui se déroulait à Washington, D.C. Au cours de l'événement, un incident s'est démarqué par le fait que de nombreux militaires haut gradés en ont été témoins. L'incident le plus impressionnant rapporté, c'est l'atterrissage de Rendlesham et toutes les preuves dont on dispose. Britain's best-known UFO sighting occurred in 1980 and involved United States Air Force personnel from 2 military bases in the UK. Cet ovni a été aperçu 2 nuits consécutives, ce qui n'arrive jamais d'habitude dans les affaires d'ovnis. C'était en 1980. Cette année-là, les Soviétiques avaient envahi l'Afghanistan. Nous étions tous nerveux à l'idée de ce qui aurait pu se produire en Europe de l'Est. Le monde entier se tenait sur le qui-vive. Les armes nucléaires étaient prêtes. C'est à ce moment que cet objet est apparu au-dessus de RAF Bentwaters, la base américaine la plus sécurisée qui soit. Ils ont sans doute concocté une explication officielle. Les sceptiques pensent que les officiers auraient en fait aperçu la lampe d'un phare clignotant au loin et qu'ils l'auraient pris pour un ovni. Je n'y crois pas, Pat. Ça n'a aucun sens. Comment ces personnes entraînées à la dure auraient-elles pu ne pas reconnaître un phare? Ça ne tient pas debout. Je sais bien, Jeff, mais c'est ce que les experts disent depuis 27 ans. C'est une théorie intéressante. On pourrait la vérifier à l'aide d'une maquette. Avec les coordonnées GPS des points stratégiques et celles du phare, nous arriverons à recréer la scène. Nous verrons bien si cette hypothèse tient la route. Ce sera une expérience fantastique parce que nous pourrons soit prouver que ce que les témoins ont vu était le phare ou que ce n'était pas ça du tout. Peu importe les résultats, nous aurons au moins confirmé ou réfuté cette théorie. Essayons-le. Alors on part pour Rendlesham? Sortez vos passeports. Super. L'équipe se rend à RAF Bentwaters, une base de la force aérienne des États-Unis établie à 135 km au nord-est de Londres, en bordure de la forêt de Rendlesham. Nick, dites-nous ce que vous savez du fameux incident de Rendlesham. Nick Pope travaille au ministère de la Défense depuis 1985. De 1991 à 1994, j'avais pour mandat d'enquêter sur les incidents OVNI pour le gouvernement. Je devais me concentrer sur les éléments importants du point de vue de la défense. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a fait enquête sur des incidents OVNI remontant en 1967. Mais les rencontres entre les militaires et les OVNI ont débuté bien avant. 1948, États-Unis. Le capitaine Mantell de la Garde nationale aérienne du Kentucky pourchasse un prétendu OVNI. Quelques minutes plus tard,
Il périt dans l'écrasement de son jet. 1956, Angleterre. Les opérateurs radars de la base RAF Lakenheath repèrent de multiples objets non identifiés se déplaçant à une vitesse de 19 000 km/h. Les responsables de l'effort de recherche des États-Unis, le projet Blue Book, ont décrit cette affaire comme étant le plus bel incident visuel sur radar de toutes les archives. D'après les documents sur Blue Book, l'objet aurait déjoué les manœuvres d'un jet Venom NF-3 envoyé pour l'intercepter. Les pilotes ont affirmé avoir vu des lumières brillantes sous contrôle intelligent. L'incident a fait l'objet d'une enquête, mais après les entrevues avec les contrôleurs de la circulation aérienne et avec les pilotes, on a laissé l'affaire en plan, estimant qu'elle était de nature inconnue. 1989, Belgique. Les radars de la force aérienne de Bierset détectent un objet. 19 agents de la police aperçoivent l'engin et l'un des témoins réussit à le filmer. L'objet triangulaire est muni de 3 puissants projecteurs. Il ne fait aucun bruit, à l'exception d'un faible bourdonnement. 2 heures et demie plus tard, il disparaît. 4 mois plus tard, il est de retour. Le colonel Wilfred D. Brewer de la force aérienne belge réunit en vitesse 2 intercepteurs F-16. La station radar a été contactée plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar. Lorsque les F-16 se sont dirigés vers l'engin, ce dernier a entrepris des déplacements erratiques avec une accélération de 46 G, bien au-delà de ce que le corps humain peut supporter. Puis, il a disparu. Si tous ces cas d'OVNI aperçus par des pilotes et relevés sur les écrans radars pouvaient être visionnés du début à la fin, on aurait un argument convaincant pour prouver que les OVNI sont bien réels. Il est difficile de contredire les témoignages d'observateurs professionnels et fiables s'ils sont appuyés par des données radars. La preuve devient alors très solide. On peut considérer les incidents OVNI comme des cas marginaux, mais quand ils se déroulent dans la cour des militaires, ils prennent une toute autre tournure. Pendant ses années de service au ministère de la Défense, Nick Pope a enquêté sur 200 à 300 nouveaux signalements d'OVNI par année. Ce qui fait de lui l'enquêteur le plus expérimenté au pays. À mon avis, le plus important signalement d'OVNI de tous les temps est celui qui s'est produit ici même, dans la forêt de Rendlesham. Parmi tous les incidents relatifs aux OVNI, c'est sans contredit le plus significatif et celui pour lequel on a recueilli le plus grand nombre de preuves. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Roswell britannique. 26 décembre 1980, minuit. Des agents de la sûreté de la RAF Woodbridge, une base de la force aérienne britannique située à proximité de RAF Bentwaters, aperçoivent une étrange lumière dans la forêt de Rendlesham. Croyant au départ avoir repéré un avion écrasé, ils se rendent vite compte que la lumière pourrait bien provenir d'autre chose. Le sergent Jim Peniston et 2 autres officiers se rendent sur le site. When we arrived to the suspected crash site, it quickly became apparent that we were not dealing with a plane crash or anything else we've ever responded to. There was a bright light emanating from an object on the forest floor. Peniston et son équipe se sont approchés de l'objet à pied, tout en prenant des notes. A silhouette triangular craft about 9 feet long, 6.5 feet high came into view. Peniston affirme que des lumières bleues et jaunes tournoyaient sur la surface de l'objet. We started experiencing radio difficulties. The air around us was electrically charged, and we could feel it on our clothes, our skin, and our hair. Peniston a remarqué des symboles gravés sur le vaisseau, sur une surface de 10 par 75 cm. The largest symbol was a triangle centered in the middle. Peniston s'est approché de l'objet au point de pouvoir le toucher. Even though it looked like black onyx, it felt like metal. 45 minutes plus tard, l'objet effectue quelques manœuvres dans la forêt avant de décoller. Il s'est soulevé du sol et a disparu à une vitesse incroyable. It was gone in a blink of an eye. Over 80 Air Force personnel witnessed the takeoff. Ce n'était pas un hélicoptère. Aucun aéronef conventionnel n'aurait pu atterrir à cet endroit.
Il n'y avait pas assez de place pour un hélicoptère. L'autre point à considérer, c'est que ces gens travaillaient à une base aérienne. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable. J'ai l'impression de m'être engouffré dans l'œil de l'ouragan OVNI. Un officier de la force aérienne a vécu une expérience surréaliste. Cet ovni était de forme triangulaire. Il mesurait 3 mètres par 2 mètres. Jim Penniston s'est approché assez près pour le toucher et il a remarqué des symboles intrigants sur la coque. Le sergent Penniston a transcrit 6 de ces symboles. La plupart des symboles sont formés de lignes droites et sont symétriques. Des gens tentent de déchiffrer ces symboles depuis des années. Ils ont pensé que c'était peut-être de l'écriture égyptienne, des hiéroglyphes, des pictogrammes. Il y a un message là-dessous que nous n'avons pas encore réussi à comprendre. Certains témoins affirment que l'OVNI aurait laissé des preuves tangibles. Il y avait des empreintes dans le sol à l'endroit où cette chose s'était posée. N'oubliez pas qu'on était au milieu de l'hiver. Le sol était très dur. Les empreintes devaient être celles d'un objet pesant plusieurs tonnes. Et il y avait 3 traces. Les traces ont été moulées dans du plâtre. On dit que des lignes tracées d'une empreinte à l'autre formaient un triangle équilatéral. C'était presque comme si l'engin possédait un support d'atterrissage semblable à un tripode. En 1980, aucun avion conventionnel n'utilisait une plateforme d'atterrissage triangulaire équilatérale. La nuit suivante, 5 officiers dirigés par le lieutenant-colonel Charles Halt se rendent sur le site afin de l'examiner. Ils y trouvent des preuves irréfutables d'activité anormale. Il a laissé des traces physiques. Et font une constatation alarmante. Il était de retour. L'équipe découvre un indice de taille. Le niveau de rayonnement augmente en flèche dans les 3 trous laissés par l'engin lors de son atterrissage. Le ministère de la Défense a publié 38 pages tirées des documents sur l'incident de Rendlesham. Si la plupart étaient de simples échanges entre des citoyens curieux et le gouvernement, une note interministérielle contenait un énoncé qui donnait le frisson. Les agents du renseignement de la Défense ont par la suite décrit les niveaux de rayonnement comme étant, et je cite, « sensiblement plus élevés que le fond naturel de radiation ». C'était absolument officiel. C'était écrit noir sur blanc dans un document du ministère de la Défense rédigé par des scientifiques et des spécialistes du renseignement. Oui. Donc, contrairement à d'autres affaires d'OVNI, nous possédons une piste de vérification composée de documents sérieux qui viennent confirmer les manifestations dont nous avons parlé. Nick Pogue nous a donné de l'information sur des documents dont nous ignorions l'existence. Et ça ajoute encore plus de crédibilité à cette affaire. L'intérêt de notre enquête vient de monter d'un cran, selon moi. Certains experts croient que les bases militaires du monde entier ont une longue histoire secrète en fait de rencontres avec des ovnis. Il existe des centaines de cas de rencontres entre des aéronefs militaires et des ovnis. L'équipe tente de trouver une explication à ces visions troublantes. Je suis en train de fouiller dans les archives et j'ai découvert qu'il y avait une forte corrélation entre l'armée et les signalements d'OVNI. En juillet 1945, nous avons effectué notre premier essai nucléaire. L'incident de Roswell a eu lieu 2 ans plus tard. Et le site d'écrasement est à quoi? 160 km à la Mogordo? Depuis 1947, on peut facilement faire des liens entre les signalements d'OVNI et les essais, la fabrication et l'entreposage d'armes nucléaires. Est-ce une simple coïncidence si Roswell se situe à moins de 160 km du lieu de l'opération Trinity au Nouveau-Mexique, qui a produit la toute première explosion nucléaire au monde? Il y a aussi l'incident de Pasco, Washington, en 1945. Un ovni a été capté par un radar de la base aéronavale. Il volait au-dessus de la société Hanford Engineering Works, une importante productrice de plutonium.
C'est vrai, et Hanford est devenu plus tard une grande centrale nucléaire. Cette région est donc le théâtre d'activités nucléaires depuis plus de 60 ans. En 1945, de nombreux ovnis se sont manifestés à l'Oak Ridge National Lab, dans l'État du Tennessee. Nous savons aujourd'hui que ce laboratoire se livrait dans le plus grand secret à la fabrication de bombes atomiques. En 1965, 12 ovnis lumineux se sont affichés sur les radars de la base aérienne d'Edwards, en Californie. This is the tower at Edwards. We have an object now. We have some confirmed reports of unidentified flying objects in your area. Unidentified flying saucers? They have been confirmed on radar. Les intercepteurs F-106 ont établi un contact visuel. I have another red light moving very rapidly. Flashing white and green. Definitely isn't an aircraft. Les jets F-106 étaient équipés de missiles à tête nucléaire Jenny. Cette technologie aurait-elle provoqué la visite d'un ovni? S'il y a un lien entre les ovnis et les armes nucléaires, qu'est-ce que ça signifie? Nous espionnent-ils parce qu'ils s'intéressent à la technologie nucléaire? Ou cherchent-ils plutôt à nous empêcher d'utiliser cette technologie? Je pense qu'ils nous surveillent, qu'ils nous espionnent. Mais je remarque que chaque fois qu'un ovni pénètre dans l'espace aérien d'une base nucléaire ultra secrète, il ne se donne même pas la peine de se cacher. Il débarque impunément sur le site d'armement nucléaire et il se fiche complètement d'être vu. Ça fait drôle de revenir. Ici, nous avons la rangée des hangars. Les armes étaient entreposées dans le bâtiment là-bas. Le colonel Halt exerçait les fonctions de commandant adjoint de la base lorsque s'est produit l'incident dans la forêt de Rendlesham. Il refuse de confirmer ou d'infirmer la présence d'armes nucléaires sur la base. Imaginez, il était celui qui avait le doigt sur le bouton nucléaire, même s'il ne peut pas nous le dire, puisqu'il serait mal vu de parler d'armes nucléaires américaines en sol britannique. La tour de surveillance représentait un élément clé du système de sécurité de la base. Située au nord de la rangée de hangars, elle offre une vue imprenable sur toute la zone et sur la forêt de Rendlesham. L'équipe rejoint Gary Hazeltine, un ancien policier de la force aérienne qui possède de l'expérience en matière de sécurité des sites nucléaires. J'ai longtemps été fasciné par l'incident de la forêt de Rendlesham. Entre 83 et 89, j'ai travaillé comme agent de police pour la Royal Air Force. Dans 2 installations nucléaires, il y avait une haute tour. La tour de surveillance a l'avantage d'offrir une vue à 360 degrés au-dessus des arbres. 360 view. Colonel, c'est incroyable. Quelle vue! On ne peut rien manquer d'ici. Mais n'oubliez pas que les arbres ont poussé depuis. Nous avions une vue panoramique avant et nous n'aurions jamais laissé les arbres devenir si hauts pour des raisons de sécurité. L'opérateur de la tour pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Donc, l'opérateur de la tour aurait pu voir tout ce qui s'est passé dans le secteur cette nuit-là. En fait, les 2 nuits. Mais y avait-il quelqu'un? Dans ce genre de tour, il y a quelqu'un en poste à toute heure du jour et de la nuit, 365 jours par année. Colonel, saviez-vous si quelqu'un se trouvait dans la tour la nuit de l'incident? Ah oui, en fait, je connais très bien la personne qui s'y trouvait. En novembre 2007, le colonel Halt a reçu un courriel de l'un des gardes qui était affecté à la tour de surveillance durant cette fameuse nuit de 1980. Il m'a écrit souvent. Il a confirmé qu'il avait vu des faisceaux lumineux balayer la zone de stockage des armes au même moment où un faisceau semblable apparaissait dans le champ où nous étions. Vous dites qu'il y avait un homme ici, dans la tour, qui a vu l'incident et les faisceaux lumineux? Nous avons donc un tout nouveau témoin de cette affaire. Mais il préfère ne pas se manifester. S'il y avait quelqu'un dans la tour, comme vous le dites, et qu'il pouvait tout voir, le phare, les événements qui se déroulaient au sol, la forêt... Nous parlons donc d'un objet bien réel braquant son faisceau sur une installation spéciale dans une zone ultra secrète hautement sécurisée. Voilà un témoin qui donne un tout nouveau souffle à cette affaire. Un autre élément vient appuyer la thèse de l'incident OVNI. La nuit suivante, soit le 26 décembre 1980, le colonel Charles Halt a enregistré en direct sur son magnétophone toute son expérience avec l'OVNI, minute par minute. Il s'agit là d'une des preuves les plus convaincantes de toute l'histoire des phénomènes OVNI. What is it? We don't know, sir.
Le colonel Holt repasse avec l'équipe toutes les étapes de sa rencontre avec l'OVNI. Voici la fameuse porte Est. C'est ici que tout a commencé. Le colonel Holt arrive sur les lieux avec 5 hommes après avoir été informé par les agents de police que la mystérieuse lumière avait été aperçue de nouveau. On ne cessait de me dire qu'elle était de retour. Quand ces hommes vous ont fait leur rapport, qu'avez-vous pensé en premier lieu? J'ai pensé qu'il devait y avoir une explication rationnelle à tout cela. Autrement dit, je n'y croyais pas. Que s'est-il passé quand vous avez commencé l'enquête? Quelqu'un devait y aller pour régler l'affaire une fois pour toutes. J'avais donc l'intention de mettre un point final à cette histoire et rien d'autre. Quand je suis arrivé sur place, je me suis demandé pourquoi je m'étais mêlé de tout ça. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre s'en charge. Je me disais que personne ne me croirait jamais. J'ai quand même rassemblé une petite équipe de 5 personnes et nous sommes partis dans la forêt. Le colonel, un officier américain qui était en poste en Angleterre en 1980, relate la nuit où il a pourchassé ce qu'il croyait être un ovni. Aviez-vous pensé à consigner ce qui s'était passé cette nuit-là? Oui, j'avais avec moi mon magnétophone portatif. J'enregistrais tout au fur et à mesure que ça se produisait. Holt affirme avoir mené une équipe d'officiers à partir de la porte Est de la base RAF Bentwaters. Ils ont repéré l'objet lumineux dans la forêt de Rendlesham et l'ont suivi en direction Est. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de ferme dans la clairière, l'objet s'est envolé et a disparu dans le ciel. On allait dans cette direction, tout comme l'objet que je voyais bouger au milieu des arbres. Holt raconte que la lumière a traversé un ruisseau pour atteindre un champ non loin de là. En sortant de la forêt, nous avons suivi l'objet pendant un autre 100 mètres. Il s'est arrêté au milieu de ce champ. Dans le champ, il y avait la maison de ferme, une étable, et à ce moment, un objet lumineux en mouvement. Nous regardions dans cette direction. OK. Voilà la maison du fermier. Oui. L'objet se trouvait dans le champ juste devant nous. Le phare se trouve là-bas, environ 30 degrés. Quand vous êtes arrivé dans le champ, l'objet avait disparu. L'objet a explosé sans bruit et s'est divisé en 5 objets blancs, puis ils sont partis. Ça n'aurait pas pu être une sorte de reflet lumineux? Les reflets ne se déplacent pas dans la forêt en évitant les arbres. À un certain moment, l'objet s'est approché de nous, puis il s'est éloigné. Et quand nous nous sommes approchés, il s'en est allé dans le champ. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Un objet ovale d'un orangé rougeâtre vif, un peu comme le soleil de midi. Il avait un centre ovale noir qui clignait de temps en temps et il laissait tomber une substance semblable à du métal fondu. Il y avait du métal fondu? C'est la seule comparaison que je puisse faire. Ça semblait dégoûté. On oublie la thèse de l'hélicoptère. Oui, on oublie ça. Le colonel Holt est l'un des témoins les plus crédibles que j'ai jamais rencontrés. Cet homme dirigeait une base militaire où étaient cachés des tas d'armes ultra secrètes dont il ne peut pas me parler. Je ne pense pas qu'il ait fait une erreur cette nuit-là. Il s'est produit quelque chose que personne n'était censé voir. Ces 2 bases situées en bordure de la forêt comptaient parmi les mieux protégées au monde. Elles étaient entourées de clôtures impénétrables. S'ajoutaient à cela des barbelés à lames, des détecteurs de mouvement et plus de 25 gardes fortement armés. Le système de sécurité de cette installation était l'un des meilleurs au monde. Et voilà que cette chose arrive du ciel, se pose là non seulement une, mais 2 fois sur une période de 24 heures, sans déclencher aucune alarme. Le seul moment où la chose a été vue, c'est quand les gardes sont venus dans la forêt pour y jeter un coup d'œil. Ce qui est curieux,
c'est que l'engin était vivement éclairé. Il a émis des faisceaux vers le sol. Il se moquait d'être vu. Il n'était pas du tout préoccupé par nos moyens de défense. Cette chose n'avait aucune crainte, car nous ne pouvions rien contre elle. Et c'est bien ce qui me fait le plus peur. La base RAF Bedwaters a sans doute abrité des armes nucléaires tandis que les tensions croissaient en 1980. Il faut se souvenir de l'état du monde en 1980. Certains historiens appellent cette période le début de la Seconde Guerre froide, une guerre froide qui menaçait de se transformer en guerre ouverte. Les deux parties se regardaient fixement de part et d'autre du rideau de fer. Ronald Reagan venait d'être élu président et il brandissait les pires menaces contre le sombre empire de l'Union soviétique. C'était une époque très inquiétante, car les deux côtés se faisaient toutes sortes de menaces militaires. Je ne dis pas que les extraterrestres nous écoutaient, mais si c'était le cas, ils ont dû penser que nous étions sur le point d'appuyer sur le bouton. Et voilà qu'un ovni vient survoler une base nucléaire et qu'il se met à balayer les armes à l'aide de faisceaux lumineux, comme pour les scanner. L'objet s'immisce dans les activités de la base. Il brouille les ondes radio, il disperse l'équipe de sécurité. Cet engin a réussi à éloigner l'équipe de sécurité de la base. Alors les Américains ont paniqué, ils ont étouffé l'affaire, n'ont rien fait et ont refusé d'en parler. Si les États-Unis ont cessé d'enquêter sur les ovnis après l'affaire Blue Book en janvier 1970, le ministère de la Défense britannique a continué puisque les objets non identifiés peuvent représenter une menace pour la sécurité nationale. Étrangement, le colonel Halt, un Américain, n'a été ni rencontré ni interrogé par les autorités britanniques. Rien de semblable ne s'était jamais produit auparavant. Tous les autres ovnis aperçus n'étaient que des lumières dans le ciel. Les Américains souhaitaient que les Britanniques se chargent du problème et les Britanniques voulaient le remettre entre les mains des Américains. On espérait que l'affaire s'étoufferait d'elle-même. Les autorités britanniques et américaines ont simplement conseillé à Halt d'envoyer au ministère de la Défense du Royaume-Uni une note décrivant les événements dont il avait été témoin dans la forêt. Mais 2 jours avant que le colonel ne présente cette note, un autre événement inexplicable s'est produit, laissant le sylviculteur Vincent Thurkettle perplexe et inquiet. J'habitais juste là et j'étais sorti couper du bois. Thurkettle vivait et travaillait dans la forêt de Rendlesham au moment de l'incident. Entre Noël et le jour de l'an, une voiture s'est approchée et 2 jeunes Anglais d'environ 25 ans en sont sortis. Ils étaient en complet. Ils m'ont demandé si j'avais entendu parler de lumières rouges qui auraient été aperçues dans la forêt. Qui étaient ces mystérieux hommes et pourquoi étaient-ils au courant de l'incident OVNI avant que le colonel Halt n'ait révélé l'information? J'ai l'impression que Vincent a reçu de la visite. L'équipe obtient des réponses troublantes. Quelques jours après l'incident OVNI, 2 hommes mystérieux viennent interroger les résidents de la forêt de Rendlesham en Grande-Bretagne. Personne ne sait qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. Une voiture s'est approchée et 2 jeunes Anglais d'environ 25 ans en sont sortis. Ils étaient en complet. Ils m'ont demandé si j'avais entendu parler de lumières rouges qui auraient été aperçues dans la forêt. Ils voulaient savoir si j'étais sorti la nuit précédente. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit, avez-vous vu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vu des choses? J'ai dit non. Et ils sont repartis. Cette nouvelle piste est vraiment captivante. Vincent Thurkettle affirme que ses visiteurs étaient des Anglais en complet noir qui conduisaient une voiture noire. Ça peut paraître cliché, mais j'ai l'impression que Vincent a reçu la visite des hommes en noir. Les chercheurs sur les ovnis s'entendent pour dire que Thurkettle a en effet vécu le scénario classique des hommes en noir. Souvent, après un incident OVNI, les témoins reçoivent la visite de 2 hommes qui les interrogent sur ce qu'ils ont vu. J'ai su par la suite que les 2 hommes qui sont venus me parler avaient interrogé tout le monde dans la région pour savoir ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Qui étaient-ils selon vous? Des journalistes? Des militaires? S'ils étaient journalistes, ils n'ont jamais rien publié. Ce qui me fascine, c'est qu'à ce moment-là, le colonel Halt n'avait même pas encore écrit sa lettre dans laquelle il exposait toute la situation au gouvernement britannique. Cette affaire a fait l'objet d'enquêtes depuis des décennies. Et c'est la première fois que j'entends parler de ces hommes en noir. C'est un morceau important du casse-tête. Je vais en discuter avec le colonel Halt, car j'ai l'impression qu'il pourra nous en dire un peu plus. Vincent m'a dit qu'il avait été interrogé à propos de l'incident par 2 jeunes hommes en complet noir.
Pourquoi était-il au courant avant même que votre communiqué ne soit publié? Je ne sais pas qui c'était, mais ils ont agi discrètement. Par contre, je sais que les aviateurs témoins de l'affaire ont été questionnés de façon mystérieuse par des gens qu'ils ne connaissaient pas. Certains étaient britanniques. En tant qu'employé du ministère des Forêts, Vincent Thurkettle connaît bien la forêt de Rendlesham et ses environs. Selon lui, l'OVNI aperçu n'en était pas un du tout. Cet homme qui connaît la forêt me dit qu'il n'y avait rien d'inhabituel à l'endroit où l'OVNI se serait posé. Il est convaincu qu'il aurait pu s'agir d'une illusion causée par le phare. Le phare d'Orford Ness se trouve à 10 km de l'endroit où s'est manifesté l'OVNI. Les sceptiques croient que les militaires auraient en fait aperçu le faisceau lumineux de 3000 watts émis par le phare. Si ce n'était pas le phare, alors il faudrait croire qu'il s'agissait d'un ovni et que ces lumières clignotaient au même rythme que celles du phare, tout en étant moins intenses. Pourtant, le colonel Halt ne mentionne rien de tout ça dans son enregistrement. Vincent m'a fait remarquer que la lumière du phare apparaissait toutes les 5 secondes et que vous faisiez vos entrées au même intervalle sur votre magnétophone. Est-ce une coïncidence? Regardez bien. J'ai le magnétophone avec moi. C'est un petit appareil. Les cassettes ne durent que 20 minutes. Alors je n'aurais pas pu enregistrer continuellement. J'ai dû arrêter le magnétophone au moins 100 fois. C'est très facile. Il suffit de faire glisser l'interrupteur comme ceci. J'arrêtais l'enregistrement dès que possible pour ne pas épuiser la bande. What is it? We don't know, sir. Yeah, it's a strange, small red light. You'll see that maybe a quarter to half mile, maybe further out. 6 semaines plus tard, Thurkettle se rend dans le champ pour examiner les marques d'atterrissage du prétendu OVNI. Je marchais dans les bois, le cœur battant, j'étais surexcité. Nous sommes arrivés à un endroit encerclé de piquets de bois dans une clairière. Il y avait de petits monticules bruns autour de nous. Il m'a dit, on y est. J'ai observé un instant avant de m'exclamer, ce sont des trous de lapin. Vincent était donc d'avis que les empreintes dans le sol étaient en fait de la terre retournée par les lapins. N'oubliez surtout pas qu'un jour ou deux après l'incident, des agents de la sûreté ont dû créer au moins un faux site, autour duquel ils ont planté des piquets de bois. Dans quel intérêt? Pour tromper les gens peut-être, qui sait. Il a parlé de piquets, était-il au mauvais endroit? Je ne sais pas, mais il y est allé 6 semaines plus tard. Pourquoi accorder autant de crédibilité aux théories de quelqu'un comme Vincent, qui n'était même pas présent? Vous savez, il n'est pas rare que dans le cas de programmes noirs, comme j'aime les appeler, on ait recours à la désinformation pour discréditer une affaire. Quelques jours avant que les rapports sur Bentwaters ne soient envoyés aux forces aériennes américaines, des agents du renseignement britannique sont venus interroger les gens. Quel était leur but? Apparemment, quelqu'un au gouvernement britannique était au courant de l'affaire et cherchait à l'étouffer. Au début, j'ai presque cru à l'histoire du phare. Mais je commence à penser que le colonel a réellement vécu une expérience hors du commun. Les propos contradictoires de témoins très crédibles ont alimenté le débat sur la théorie du phare pendant plus de 27 ans. Mais même le meilleur témoignage ne vaut rien à côté de la preuve scientifique. Je suis impatient de connaître les positions exactes du colonel, de l'OVNI et de son lieu d'atterrissage, ainsi que la position et l'orientation de la maison de ferme. Selon l'explication la plus largement acceptée, le faisceau lumineux émis par le phare se serait reflété sur la maison de ferme pour produire les mystérieuses lumières aperçues par les officiers. L'équipe décide de vérifier cette théorie. Nous voulons les coordonnées les plus précises possibles. L'incident a eu lieu il y a 27 ans, mais nous ferons de notre mieux. Jeff et moi allons rester ici avec le GPS. Vous deux, retrouvez l'endroit où vous étiez ce soir-là. Nous ajusterons ensuite notre position en fonction de vos lignes visuelles. Avec les coordonnées GPS des principaux points de repère, l'équipe recréera la scène de l'événement en 3 dimensions. C'est là qu'il se trouvait? Un peu plus à droite. Ted, a little bit this way. Further forward. Okay. C'est là? Pour autant que je m'en souvienne. Make a waypoint.
Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où, selon le colonel Holt, l'OVNI se serait posé. That's good. Le colonel Holt indique ensuite l'emplacement du phare. Il y a un creux dans la ligne des arbres là-bas. Il y avait un angle de 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et le phare. D'accord. Si Jeff représente la source de lumière, ça va? Oui. Take a waypoint. Okay, Ted, come on back here. We'll plug the GPS into the camera and we'll shoot from this waypoint. L'objet aperçu par plus de 80 membres de la force aérienne et par le commandant adjoint de la base était-il un simple faisceau lumineux, un ovni ou quelque chose d'entièrement différent? Est-il possible que ce soit ce faisceau lumineux que les troupes aient observé dans la forêt? Le réalisateur d'expérience John Tyndall a conçu un modèle de la forêt de Rendlesham pour tenter de déterminer ce que les officiers de l'armée avaient vu. Était-ce un faisceau lumineux ou un ovni? Nous sommes allés dans la forêt de Rendlesham en Angleterre. Nous avons trouvé les coordonnées GPS et pris des photos. Voici la vue qu'avait le colonel de l'endroit où il se tenait ce soir-là. Grâce à ces données et aux photos, nous avons pu reproduire la scène exactement à l'échelle. Nous souhaitons prouver la véracité ou la fausseté de deux choses. La première, un phare situé à 10 km au loin peut-il produire un effet quelconque sur la surface de cette maison de ferme? La seconde, l'OVNI aurait-il pu produire un effet sur la surface de la maison? Le colonel nous a dit qu'il voyait des reflets dans les vitres. Dans notre modèle réduit, nous avons inséré de petits miroirs dentaires pour favoriser la réflexion. Personne n'avait jamais reproduit géométriquement et fidèlement les angles de site entre le phare, la maison de ferme, la clairière et la forêt. Où était la ligne de vision du colonel Holt? Juste ici. C'est ici qu'il se tenait. Nous avons reproduit son champ visuel pour déterminer à quel angle il se trouvait du phare et des fenêtres de la maison. Je vois. Jeff apporte la baguette magique qui représente l'OVNI. Nous allons l'approcher de la zone. Jeff tient la lumière à l'endroit où l'OVNI se serait posé, selon le colonel. De son point de vue, j'aperçois le reflet dans la fenêtre. Ce qui est intéressant, c'est que le phare m'apparaît comme une lumière tout à fait distincte qui ne se reflète pas dans la fenêtre. De cet angle, la lumière du phare ne se réfléchit pas dans la fenêtre. On l'aperçoit très bien, mais il n'y a aucune réflexion. Je ne comprends vraiment pas ce que le phare vient faire dans tout ça. Très juste. Le phare est presque sur la ligne d'horizon. Je n'arrive pas à croire que des officiers expérimentés se seraient laissés emballer par la lumière d'un phare au loin. There it is again. There's a strange red light. There's definitely something there. Some kind of phenomenon. La deuxième expérience vise à déterminer d'où la lumière devait provenir pour se réfléchir sur la fenêtre de la maison et atteindre l'œil du colonel Holt. Je vois sur une fenêtre la réflexion de l'objet qui est censé représenter l'OVNI. Donc une vive lumière émanant de l'OVNI posée à cet endroit donne l'impression que la maison est en feu, qu'il y a des flammes derrière la vitre. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que s'il y avait une lumière très vive à l'endroit indiqué par le colonel Holt, l'angle aurait été parfait pour que la lumière réfléchie par les fenêtres atteigne le point d'observation à son plus fort. En gros, nous venons de prouver que l'OVNI, ou peu importe ce que c'était en réalité, n'était pas une illusion causée par le faisceau lumineux du phare d'Orfordness. Il existe une personne qui pourrait fournir une réponse définitive sur cette affaire d'OVNI. Keith Simmons, le gardien du phare d'Orfordness. Est-il possible que ce soit le faisceau du phare que les troupes aient aperçu la nuit du 26 décembre 1980? Si on observe le phare derrière nous, on remarque que la face arrière de la lampe est munie d'une grande pièce de métal du côté de Rendlesham qui se trouve là-bas.
Même si l'intensité de la lampe était plus élevée en 1980 qu'elle ne l'est aujourd'hui, on n'aurait quand même pas pu l'apercevoir directement à travers les arbres. Tout ce qu'on peut entrevoir par une nuit sans nuages, c'est un vif éclat dans le ciel toutes les 5 secondes. Vous dites que cette plaque de métal qui bloque la lumière était aussi présente en 1980. Elle a toujours été là. Depuis la construction du phare, le vaisseau n'a jamais pointé directement vers la forêt de Rendlesham. Non. Nous avons mis la main sur un gros morceau du casse-tête. D'après Keith Simmons, le gardien du phare, il y avait une grande plaque de métal à l'arrière de la lampe pour l'empêcher d'éclairer vers la Terre. Le phare éclaire donc seulement vers la mer. C'est une information importante qui avait été ignorée jusqu'à présent. C'est une chance que nous ayons eu l'idée de venir nous-mêmes sur place. Nous avons pu confirmer tout ce que le colonel Charles Halt nous avait dit lors de notre entretien. Nous sommes allés à la tour où nous avons parlé à un témoin que nous avons nous-mêmes découvert et qui a tout vu du haut de son observatoire. Nous avons discuté avec d'autres personnes. Chacun des témoignages était crédible. En près de 30 ans, tous les témoins ont maintenu leur version des faits. Et nous avons entièrement réfuté la théorie du phare. Tout de même, ce n'est pas parce qu'on a démenti la théorie du phare que nous avons prouvé l'existence des ovnis. Il peut y avoir d'autres explications. Par exemple, comme il y a 2 bases aériennes ultra secrètes dans les environs, les officiers ont peut-être aperçu un aéronef militaire très secret ou encore un appareil téléguidé. On ne peut pas conclure que les véhicules étaient nécessairement des ovnis. C'est vrai, ça aurait pu être une sorte d'engin téléguidé. Et s'il n'était pas américain? Ça expliquerait le recours à toute cette désinformation et le refus du gouvernement d'admettre qu'un incident important s'est produit. Je serais d'accord avec vous, si ce n'était de ceci. Les appareils téléguidés ne flottent pas au-dessus d'un champ pour ensuite se séparer en 5 boules lumineuses et disparaître dans 5 directions différentes. Ce détail me tracasse. Mais cette hypothèse n'est pas exclue. Écoutez, nous avons fait un travail formidable sur cette affaire. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Nous avons confondu les sceptiques en prouvant que leur théorie était irréaliste. Somme toute, nous avons discrédité les incrédules. L'incident de la forêt de Rendlesham se démarque des autres par le grand nombre de témoins, par leur niveau d'expertise, le commandant adjoint de la base m'assure qu'il a vécu un incident ovni, ainsi que par les preuves physiques existantes. Comme pour la plupart des affaires d'ovnis, on pourrait trouver une explication rationnelle aux événements qui se sont produits au cours de ces 2 nuits de 1980. Les troupes ont-elles réellement vu un ovni? Les bases nucléaires seraient-elles surveillées par des entités extraterrestres? Je demeure convaincu d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire. Les raisons qui motivent la présence continue des ovnis ici et ailleurs restent tout aussi mystérieuses que les ovnis eux-mêmes. Le radar a été contacté plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar. Lorsque les F-16 se sont dirigés vers l'engin, ce dernier a entrepris des déplacements erratiques avec une accélération de 46 G, bien au-delà de ce que le corps humain peut supporter. Puis, il a disparu. Si tous ces cas d'ovnis aperçus par des pilotes et relevés sur les écrans radars pouvaient être visionnés du début à la fin, on aurait un argument convaincant pour prouver que les ovnis sont bien réels. Il est difficile de contredire les témoignages d'observateurs professionnels et fiables s'ils sont appuyés par des données radars. La preuve devient alors très solide. On peut considérer les incidents ovnis comme des cas marginaux, mais quand ils se déroulent dans la cour des militaires, ils prennent une toute autre tournure. Pendant ses années de service au ministère de la Défense, Nick Pope a enquêté sur 200 à 300 nouveaux signalements d'ovnis par année. Ce qui fait de lui l'enquêteur le plus expérimenté au pays. À mon avis, le plus important signalement d'ovnis de tous les temps est celui qui s'est produit ici même, dans la forêt de Rendlesham. Parmi tous les incidents relatifs aux ovnis, c'est sans contredit le plus significatif et celui pour lequel on a recueilli le plus grand nombre de preuves. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Roswell britannique.
26 décembre 1980, minuit. Des agents de la sûreté. Partout dans le monde, les gouvernements nient l'existence des ovnis. I was called upon to investigate a very strange event. Un voile de mystère entoure la plupart des rencontres avec les ovnis, surtout lorsque le visiteur réussit à compromettre la sécurité nationale avec une facilité déconcertante. Nothing in my training prepared me for what I was witnessing. Mais devant l'ampleur de certains événements et l'abondance des preuves à l'appui, il est parfois impossible d'étouffer l'affaire, comme ce fut le cas pour le Roswell britannique. There was a bright light emanating from an object on the forest floor. Devant ces lumières mystérieuses qui se sont manifestées 2 nuits de suite en 1980, les troupes de la force aérienne américaine se sont précipitées pour vérifier s'il s'agissait d'une attaque. Nous avons de nouveaux témoins. Soudainement, nous venons de rouvrir ce dossier. Qu'est-ce qui a pu pousser des militaires qualifiés et rationnels J'avais l'intention d'y mettre un point final. À croire qu'ils s'étaient trouvés en présence d'un ovni? L'équipe du UFO Magazine analysera de nouveaux indices à l'aide de technologies de pointe et aboutira à de nouvelles conclusions controversées. Je pense qu'on peut dire que oui. Pour la première fois à la télévision, nous vous révélerons si les forces américaines ont réellement vu des ovnis atterrir à la base aérienne de Bentwaters en décembre 1980. Voici l'affaire 80-101. Les militaires contre les ovnis. There were multiple witnesses, and an object was seen to land in a place called Rendlesham Forest. N'est-ce pas incroyable? Bill et Pat reviennent de la conférence du Cercle national des journalistes sur la divulgation qui se déroulait à Washington, D.C. Au cours de l'événement, un incident s'est démarqué par le fait que de nombreux militaires haut gradés en ont été témoins. L'incident le plus impressionnant rapporté, c'est l'atterrissage de Rendlesham et toutes les preuves dont on dispose. Britain's best-known UFO sighting occurred in 1980 and involved United States Air Force personnel from 2 military bases in the UK. Cet ovni a été aperçu 2 nuits consécutives, ce qui n'arrive jamais d'habitude dans les affaires d'ovnis. C'était en 1980. Cette année-là, les Soviétiques avaient envahi l'Afghanistan. Nous étions tous nerveux à l'idée de ce qui aurait pu se produire en Europe de l'Est. Le monde entier se tenait sur le qui-vive. Les armes nucléaires étaient prêtes. C'est à ce moment que cet objet est apparu au-dessus de RAF Bentwaters, la base américaine la plus sécurisée qui soit. Ils ont sans doute concocté une explication officielle. Les sceptiques pensent que les officiers auraient en fait aperçu la lampe d'un phare clignotant au loin et la Garde nationale aérienne du Kentucky pourchasse un prétendu ovni. Quelques minutes plus tard, il périt dans l'écrasement de son jet. 1956, Angleterre. Les opérateurs radars de la base RAF Lakenheath repèrent de multiples objets non identifiés se déplaçant à une vitesse de 19 000 km/h. Les responsables de l'effort de recherche des États-Unis, le projet Blue Book, ont décrit cette affaire comme étant le plus bel incident visuel sur radar de toutes les archives. D'après les documents sur Blue Book, l'objet aurait déjoué les manœuvres d'un jet Venom NF-3 envoyé pour l'intercepter. Les pilotes ont affirmé avoir vu des lumières brillantes sous contrôle intelligent. L'incident a fait l'objet d'une enquête, mais après les entrevues avec les contrôleurs de la circulation aérienne et avec les pilotes, on a laissé l'affaire en plan, estimant qu'elle était de nature inconnue. 1989, Belgique. Les radars de la force aérienne de Bierset détectent un objet. 19 agents de la police aperçoivent l'engin et l'un des témoins réussit à le filmer. L'objet triangulaire est muni de 3 puissants projecteurs. Il ne fait aucun bruit, à l'exception d'un faible bourdonnement. 2 heures et demie plus tard, il disparaît. 4 mois plus tard, il est de retour. Le colonel Wilfred D. Brewer de la force aérienne belge réunit en vitesse 2 intercepteurs F-16.
la station. Qu'ils l'auraient pris pour un ovni. Je n'y crois pas, Pat. Ça n'a aucun sens. Comment ces personnes entraînées à la dure auraient-elles pu ne pas reconnaître un phare? Ça ne tient pas debout. Je sais bien, Jeff, mais c'est ce que les experts disent depuis 27 ans. C'est une théorie intéressante. On pourrait la vérifier à l'aide d'une maquette. Avec les coordonnées GPS des points stratégiques et celles du phare, nous arriverons à recréer la scène. Nous verrons bien si cette hypothèse tient la route. Ce sera une expérience fantastique parce que nous pourrons soit prouver que ce que les témoins ont vu était le phare ou que ce n'était pas ça du tout. Peu importe les résultats, nous aurons au moins confirmé ou réfuté cette théorie. Essayons-le. Alors on part pour Rendlesham? Sortez vos passeports. Super. L'équipe se rend à RAF Bentwaters, une base de la force aérienne des États-Unis établie à 135 km au nord-est de Londres, en bordure de la forêt de Rendlesham. Nick, dites-nous ce que vous savez du fameux incident de Rendlesham. Nick Pope travaille au ministère de la Défense depuis 1985. De 1991 à 1994, j'avais pour mandat d'enquêter sur les incidents OVNI pour le gouvernement. Je devais me concentrer sur les éléments importants du point de vue de la défense. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a fait enquête sur des incidents OVNI remontant en 1967. Mais les rencontres entre les militaires et les OVNI ont débuté bien avant. 1948, États-Unis. Le capitaine Mantell de la